Season finale, ça y est, c'est le dernier épisode, donc là, toutes les révélations vont être faites, je compte sur vous. Il va falloir de l'action, des cascades, des trucs de fou. On est d'accord? Pas de pression, tout va bien. Donc cette 6e table ronde va être autour des nouvelles expériences, autour du son, parcours sonore, son immersif, VR. Une révolution sonore est en marche, je pense qu'on a bien développé le sujet pendant 2 jours, et avec elle apparaissent de nouvelles expériences autour du son. L'audio immersif vient par exemple bouleverser les normes stéréo grâce à une écoute en 3 dimensions. Parcours sonore, son immersif et réalité virtuelle se développent et mêlent la recherche scientifique avec la création musicale. Mes invités sont Pierre Friquet, apprenti sorcier. C'est pas mal comme démarrage. Piaré, je prononce bien? Piaré, alias Pierre Friquet, est un artiste numérique utilisant l'immersion pour reconnecter le corps et l'esprit. Vaste programme. Sélectionné au festival Sundance en 2020, sa dernière installation, Spaced Out, invite les utilisateurs à nager dans une piscine tout en étant en VR. Ses autres œuvres en VR, AR, Dome, Metaverse, notamment pour Jean-Michel Jarre et Chanel, ont été des sujets d'articles par Wired, Vice, Forbes et Rolling Stone. Rien que ça. Modeste en plus. Emmanuel Zoll, nous revoilà, spécialiste du management. Il y en a qui n'étaient pas là ce matin, donc je redéroule. Spécialiste du management des organisations culturelles, Emmanuel Zoll s'est occupé de mécénat culturel au sein de la fondation du groupe Orange. Son parcours atypique commence dans le spectacle vivant qu'il a conduit en 2012 au cabinet du ministre de l'économie et du numérique, où elle a passé 2 ans en charge de la communication événementielle du ministère. Collaboratrice de l'IRCAM depuis 2014, elle occupe depuis 2 ans le poste de directrice de l'action culturelle. Bonjour, bienvenue, On salue Zied Zoueli qui devait être avec nous, né dans une famille de musiciens. Zied Zoueli est vraiment l'une des figures phares du violon arabe de nos jours. Malheureusement, il est malade, on le salue et on espère qu'il regardera cette captation. Je disais donc que la révolution sonore est en marche. L'idée, pour mieux comprendre ces innovations technologiques autour du son, ensemble, on aimerait échanger autour des enjeux liés à l'expérimentation sonore et aux possibilités d'expression et de collaboration qui s'en dégagent. Emmanuel, ce matin, en nous racontant un peu les 3 axes essentiels, l'ADN même de l'IRCAM, on a bien compris que l'innovation a un rôle primordial. Et alors, nager dans une piscine en VR, je n'ose imaginer en termes d'imagination les nouvelles sensations que ça doit être. Je vous demande vraiment de... Je rigolais en disant c'est le dernier épisode, mais concrètement, le partage d'expériences, en fait. Si vous pouviez chacun vous concentrer et nous donner vraiment des expériences en tant qu'être qui vous ont profondément marqué et qui sont inédites, c'est le propre même de l'innovation. On parlait d'une révolution sur le son qui est en marche. Je pense que c'est une révolution évidemment technologique, mais aussi une révolution des usages du son. Et c'est vrai, on me disait ce matin que le son avait été jusqu'à présent un peu le parent pauvre, ou la dernière cerise sur le gâteau qui arrivait à la fin d'un projet artistique, quel qu'il soit, quand tout était déjà produit, le son arrivait derrière, et maintenant le son prend une part de plus en plus importante, et même de nombreux projets se font maintenant que de manière sonore, même sans support visuel. C'est la différence. Et donc l'immersion sonore et la spatialisation, parce que c'est pas tout à fait pareil, en font bien évidemment partie. Et c'est pas tout à fait pareil parce que la spatialisation sonore finalement. Je sais pas, c'est pas moi, c'est pas ma voix. La spatialisation sonore, finalement, elle existe. Les premiers
essais de spatialisation remontent, je dirais en tout cas au niveau de la musique, au XVIe siècle, à Saint-Marc, à Venise, et c'est les premiers motets de Gabrieli qui l'a spatialisé. Pardon, avec des chœurs, à Saint-Marc qui se répondent, et donc l'assistance pouvait entendre à gauche, à droite, derrière, voilà. Donc la spatialisation musicale arrive très tôt, et aujourd'hui, avec toute la technologie qui sert ce propos, on arrive à recréer, c'est ça qui est très bluffant, des scènes sonores qui plongent l'auditeur dans un univers immersif, c'est-à-dire l'impression d'être vraiment au cœur d'un dispositif et de vivre, d'entendre tout autour de soi, non seulement à l'horizontale, mais aussi au-dessus de soi, parfois en dessous de soi, des sons qui se déplacent et qui, alors, dans le travail qu'on fait, sont proches, sont plutôt proches de ce que l'oreille humaine entend, parce que quand on est dans une ville, dans une foule, notre cerveau perçoit des sentiments à 360 degrés, mais on n'en a pas tout le temps conscience. Et l'idée, c'est de reproduire ce qu'on appelle une écoute la plus naturelle possible, proche de ce que perçoit notre cerveau. Et ce qui est particulièrement bluffant avec les technologies qu'on développe, après je peux en dire plus précise, mais c'est la possibilité en fait de transposer des acoustiques. C'est la possibilité, par exemple, on est allé enregistrer avec un micro spécial 3D, ça a la forme d'une boule avec plein de capsules multidirectionnelles. On est par exemple allé écouter, mesurer les réponses intuitionnelles dans la grotte Chauvet. Et on peut recréer l'acoustique ensuite de manière artificielle de la grotte Chauvet ou de n'importe quel édifice, même des édifices patrimoniaux, et transposer l'acoustique parfaitement qui est répliquée dans une autre salle. Et ça, je trouve ça particulièrement étonnant. Oui, merci. Alors, merci, future Madame la Ministre de la Culture. En tout cas, ça rejoint ce que je voulais dire. Je vais aussi répondre en 3 parties. Mais ça passe aussi le préambule que en fait, rien ne change pour que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire, c'est une phrase d'un personnage joué par Burt Lancaster dans Le Guépard, dans le film du coup, de Visconti. Donc, on a toujours l'impression, c'est vrai, que de parler de révolution, de disruption, de nouvelles choses avec le son. Mais pour moi, en fait, absolument rien n'a changé. Et dans l'histoire de la forme, en fait, on a eu surtout des sortes de restrictions technologiques, en fait, qui a créé des choses un peu bizarres. Bref, je vais citer les points après, mais pour dire qu'en fait, il y a un besoin humain d'être plongé dans quelque part, d'être plongé dans une histoire, d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, en fait. Ça, c'est mes deux hypothèses un peu artistiques sur le fait de vraiment, grâce à ces entre guillemets nouvelles technologies, de retrouver quelque chose d'ancestral, quelque chose de primaire, quelque chose de simple en fait, comme expérience humaine. Donc, j'ai beaucoup décortiqué. La première partie de la réponse, c'est décortiquer un peu le mot immersion, en fait, qui va être ce sentiment qui est avant même la technologie. C'est-à-dire que même regarder la nuit, en fait, un ciel étoilé, c'est en fait la première expérience d'immersion, qui en plus ici, l'Isère, c'est un peu plus prédominante qu'à Paris, notamment. Et donc, sentiment immense de cette immensité, d'être dépassé, d'être surtout allongé sur le sol et d'avoir ce champ de vision vraiment rempli que d'étoiles que tu vas voir à l'horizon de la Terre, et permet vraiment d'être ailleurs, sentiment très extatique d'être ailleurs. Et donc ça c'est une première partie d'immersion. Deuxième partie d'immersion ancestrale aussi, c'est ça raconter des histoires autour du feu en fait, ou juste
parler autour du feu, donc en fait c'est lié beaucoup avec l'immersion, liée avec le langage. Dès que le langage est apparu, en fait on a créé une sorte de virtualité de la réalité parce qu'on a décalé l'expérience de la réalité par en fait des formes, des signes et tout ça, et des métaphores surtout. Et là, l'histoire autour du feu, en fait, c'est une expérience qui est absolument immersive au-delà de la technologie. Et aussi, on a cette expérience de la grotte, on va dire, de la caverne, que nos ancêtres vivaient là-dedans, où ils créaient des espaces un peu sacrés dedans. Et donc, on a aussi une expérience immersive, puisqu'on a la réverb, on rentre dans des décors, on a d'un coup une dimension extraordinaire, parce qu'on n'est plus du coup dans l'acoustique naturelle, on va dire, juste, on a d'un coup la voix est amplifiée, on a les échos, et donc ça devient magique. Donc si on a un peu le bagage informationnel que c'est quelque chose qui existe, mais imaginons que des milliers d'années, on ne savait pas pourquoi la voix se répliquait en fait, c'était presque magique en fait. Donc pour moi, c'est trois expériences très fortes, ancestrales, transculturelles, qui est absolument primordiale en fait, pour donner ce sentiment et qu'on a eu en fait, des dizaines de milliers d'années. C'est que maintenant, en fait, depuis 100 ans, 120 ans, que le cinéma et un peu avant dans les enregistrements sonores, voilà, on replace en fait, d'autres expériences. Donc l'idée pour moi aussi c'est... alors je vais aussi raccrocher des wagons avec la littérature et aussi la lecture, en fait. C'est pas forcément, mais après je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit. C'est l'idée pour moi l'immersion, donc je vais parler aussi beaucoup de VR aussi, de réalité augmentée. Je ne sais pas à quel point vous avez besoin aussi de je donne un peu plus d'informations sur ces nouvelles expériences. Mais il y a de nouveau ce beau pivot d'immersion dans la lecture en fait, qui est, et en VR aussi, c'est quatre façons, on est absorbé, on est impliqué dans quelque chose, ça passe par l'absorption de quelque chose. Je dirais même avant ça, la concentration, en fait. L'idée vraiment d'être toute notre attention est focalisée sur une tâche et une seule, qui ensuite, désolé, les mots qui viennent, decipher, qui décode en fait, on lit des mots en fait sur une page et ça va en fait amplifier dans notre tête plein de choses, et surtout les choses qui ne sont pas dites. Et on a donc l'absorption, la concentration, donc l'exaltation du récit, on est plongé dans son imagination et on va dire l'addiction, c'est-à-dire qu'on a envie de tourner la page, on a envie de savoir un peu plus. Et dans la littérature, dans les lire en fait un livre et faire l'expérience VR, en fait, on retrouve ces éléments-là. Donc voilà, et qui est aussi un peu dans le cinéma en fait, et qui est aussi dans le ciel en fait. Donc on a tous et donc du coup, c'était un petit détour, mais on peut revenir un peu sur le son, dans cette troisième partie peut-être, c'est que en fait, on essaie de reproduire de manière naturelle les choses, il y a une sorte de rêve ancien, d'arriver à un point, une technologie qui reproduit la nature en fait. Enfin, une espèce de maîtrise de la nature. Et on a eu des sortes en fait, on a un peu des parenthèses, des aberrations technologiques qui est le mono en fait, donc le stéréo, maintenant un peu le 5.1, le 7.1, l'Atmos, enfin, tous des formats de son qu'on a par exemple dans l'expérience d'une salle, mais aussi chez soi à la maison, et avec les écouteurs aussi. Mais en fait, c'est une aberration, en fait, c'est pas naturel. Ce serait comme voir, on va dire l'équivalent de voir le monde en noir et blanc en fait. Voilà, ou voir le monde comme même au cinéma, on a toujours la même aberration en lumière visuelle, avec juste la couleur et voir juste un écran plat. Alors que le monde est en 3 dimensions, le monde peut se déplacer en fait. Donc c'est pour ça que la VR ensuite reproduit, essaie de reproduire ça. Et reproduire le son, pour parler juste de son. Du coup, ça va être quand même à parler. Alors le son, c'est toujours très, très difficile d'en parler parce que soit c'est très évident en fait, on essaie de raconter les choses parce que c'est une expérience naturelle du son. Et dès qu'on essaie un peu d'expliquer ça, décortiquer, on tombe sur quelque chose de très geek, très technologique, très technocentré, avec des explications de micro et ainsi de suite, c'est très compliqué. Donc, pour bien comprendre la VR et la R, en fait, c'est mon champ d'expertise, et je parle aussi du son dans l'eau, la VR dans l'eau, ça va être aussi quelque chose qui est un retour, comme j'ai dit, au naturel, de retrouver quelque chose, et qui est lié au corps, en fait. C'est-à-dire qu'on va plus avoir ce qu'on appelle des médias fixes, c'est-à-dire juste d'écouter une chanson et quand on bouge au corps, rien ne se passe. Là, on a vraiment quelque chose où le corps intervient en fait et voilà en fait, le son de moment de la tête et de son corps. En fait. C'est ça qui est vraiment naturel, enfin ça qui est plus naturel du coup des choses. Et quand on parle du son spatialisé en fait, c'est-à-dire qu'on va c'est compliqué
je l'explique en fait, mais pour être très pédagogique, ce serait en fait de placer des sources sonores en fait dans l'espace, dans des points en fait, dans des coordonnées. Alors que quand on écoute quelque chose sur son casque audio, en fait, on a juste la source à gauche, à droite, et peu importe, c'est toujours la même manière. Et quand on place des sons dans l'espace, en fait, on est à peu près obligé toujours d'avoir un casque audio, mais il va avoir une sorte de tracker qui va comprendre qu'il y a un mouvement de la tête, qui va interpréter dans l'espace le mouvement de la tête en temps réel. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si j'ai perdu les gens. Et en fait, on a du coup l'implication du corps, de l'écouteur, et on n'a plus cette, comment dire, cette dictatorship, dictature du compositeur ou du mixeur, en fait, c'est-à-dire qu'on va donner de l'espace, peut-être pas démocratique ou interactif, en fait, à l'utilisateur pour qu'il puisse déambuler lui-même et choisir, en fait, son degré ou pas de proximité à ses sources sonores, en fait, qui peut être de la voix, qui peut être de la musique, ou d'autres sons sonores. Et du coup, on a vraiment, en fait, sa sensibilité, et ainsi de suite. Donc après, plein de détails aussi sur son type d'oreille. Chacun a sa propre empreinte, en fait, pas d'ADN, mais peut-être d'empreinte Une manière de percevoir le son. Voilà, exactement, en fait. Selon, on fait vraiment comme les oreilles sont en fait différentes. Et je me suis perdu, mais c'est pas grave. Mais du coup, dans ces formes sonores, que ce soit même l'expérience du dôme, donc, comme le planétorium, visuel, en fait, c'est vraiment auditif, ou VR et AR, en fait, c'est vraiment la position de la tête, du corps, qui, du coup, détermine le mix, en fait, voilà. Et détermine ensuite, si on met un élément fictionnel de storytelling, en fait, donc, si on va choisir d'avoir un personnage A ou B ou C. Et ça, en fait, on va retrouver ces formes de rêves, en fait, dans différents auteurs, écrivains, compositeurs, donc Berlioz aussi. Après, j'en parlerai après, mais j'ai fait une expérience du compositeur Berlioz en réalité augmentée. Mais lui-même, en fait, évoquait ce fantasme de plus avoir l'orchestre dans la fosse, en fait, à l'opéra. Il voulait avoir des musiciens partout, en fait, et d'avoir positionné dans la salle, en fait, à plusieurs endroits. Mais c'était pas possible de le faire, on va laisser comme ça. Ouais, donc exactement. Et ensuite, René Barjavel, qui est une science-fiction, en 25 à peu près, a écrit. En fait, il a écrit un texte qui s'appelle Le mythe du cinéma total. En fait, il imaginait qu'un jour, il y aurait des personnages à l'écran, se détacheraient de l'écran et sortiraient de la salle du cinéma et parcouraient les rues et rentraient chez eux. Et du coup, les spectateurs les suivraient et pourront du coup interagir aussi avec eux et les suivre dans leur quotidien. En fait, ce qu'il écrivait, c'est une expérience de réalité virtuelle, ou même réalité augmentée. Et ensuite, André Bazin avait repris ça, un théoricien du cinéma, qui avait aussi repris quelle est la suite du cinéma en fait. C'est pas juste l'audiovisuel, c'est le tactile, c'est le déplacement du corps et tous les sens qu'il avait. Donc il avait imaginé une machine poétique comme ça, le cinéma total pourrait balader partout. Et voilà, enfin, en gros, après je peux reprendre des éléments, mais... La novice que je suis, je vous ai écouté les deux et c'est vraiment deux univers. Finalement, je ne veux pas les mettre en contradiction, mais cette reconstitution de grotte, d'être capable de resynthétiser un son comme ce matin nous disait Emmanuel Aziza avec ce tunnel de Charcot, du professeur Charcot, où on se croirait au pôle Nord. Et de l'autre côté, des expériences beaucoup plus ouvertes à l'imagination, où en fait, c'est les sensations des uns et des autres. Je dis bien, je ne veux pas les mettre en contradiction, c'est juste deux grandes voies de développement de ce que peuvent être les nouvelles expériences sonores. Moi, je parlais de reconstituer des acoustiques, mais c'est pour créer quelque chose de nouveau dedans et que ça sonne comme si on jouait, par exemple. Voilà, mais je ne parlais pas encore de contenu et de création. Je parlais juste de technique finalement. Voilà, on peut recréer une ambiance. On peut recréer une acoustique ou donner l'impression qu'on joue dans une salle immense, ou alors dans un endroit très confiné, pour servir un propos et une création en train de se faire. C'était simplement ça. Après, si je peux aller plus avant, je voulais évoquer, puisque ça va faire le lien avec le livre audio ce matin, des récits. Dont on commence à s'emparer depuis
maintenant 2 ans à l'IRCAM, j'ai initié un nouveau programme qui associe littérature et musique. Alors là encore, c'est pas une nouveauté, parce que des lectures musicalisées, il y en a plein. Musique et littérature, ça fait très longtemps que ce sont deux médiums qui se rencontrent. Mais là, c'était l'idée de fabriquer une nouvelle approche, une nouvelle écriture à partir, pour l'instant, de textes adaptés, littéraires, dont l'écriture suscite une envie de les transmettre de manière orale. Donc c'était pour renouer avec cette transmission orale de la littérature, qui au départ se faisait comme ça. La veillée, pour parler au coin du feu, on la transforme en veillée technologique, mais l'idée c'est de confier la réalisation d'une adaptation littéraire à un compositeur et à un réalisateur, metteur en scène, qui signe la nouvelle pièce à part égale et qui vont enregistrer des acteurs et vraiment penser une écriture spatialisée pour un dôme ambisonique, mais physique, dans lequel c'est une sorte d'igloo, d'habitacle entouré d'enceintes, dans lequel vont venir s'asseoir une quarantaine de personnes et écouter de manière collective cette œuvre qui a été créée, et d'avoir un point de vue sur la spatialisation ou l'immersion, parce que il faut s'en servir justement comme un outil, mais qui fasse sens. C'est-à-dire, est-ce que je veux que, par exemple, j'adapte un récit, il y a un narrateur, omniscient. Est-ce que la voix, elle va venir d'un endroit précis, ou est-ce qu'elle va être répartie de manière égale dans tous les haut-parleurs, ou est-ce qu'elle va descendre du zénith comme la voix d'un supérieur qui parlerait. Voilà, s'il y a des dialogues, comment je fais une mise en scène dans l'espace, mais qui permettent à des auditeurs de recréer leur propre image mentale. Donc c'est une sorte de cinéma pour l'oreille, où chacun en particulier va pouvoir imaginer comment ça se passe et comment ça se matérialise, mais dans ses propres pensées. Et ce qui est intéressant, c'est que le cahier des charges aussi qu'on fixe aux créateurs, c'est d'essayer de vraiment utiliser le médium électronique et de ne pas trop faire de collecte de sons, de field recording, c'est-à-dire d'aller enregistrer dans la nature, ou s'il y a par exemple une bagnole, de claquer la porte, mais de tout recréer à partir de son électronique. Et donc s'il y a une voiture ou un avion, l'idée c'est d'inventer un son qui fasse penser à cet objet, mais qui ne soit pas enregistré de manière concrète, mais que tous les sons soient inventés. Il y a la possibilité de faire de la musique, il y a la possibilité de travailler sur les acoustiques, il y a la possibilité de travailler les voix, d'avoir l'impression qu'elles viennent de très loin, ou qu'elles vous chuchotent à l'oreille. Voilà. Il y a toute une possibilité de mise en scène dont on n'a pas fini d'exploiter le champ des possibles. Exactement, le champ des possibles. Là, on a un catalogue de 9 œuvres qui viennent d'être créées comme ça. On va en créer d'autres. On a l'intention de faire une autre petite collection pour le jeune public, peut-être faire des commandes de texte directement, qui sont toutes des adaptations. Voilà. Le champ des possibles est énorme, et donc c'est vraiment un outil pour créer. Je reste sur le mot, le champ des possibles. Pierre, une question un peu plus personnelle. Artiste numérique, cette captation est importante pour tous les jeunes qui nous regardent en Tunisie, qui vont s'inspirer de ces 2 journées, de ce champ des possibles ouvert à l'infini. Comment on devient artiste numérique? C'est un boulot qui n'existait pas au moment où tu as décidé de faire ça. Donc quel a été ton parcours personnel pour arriver là où tu es aujourd'hui?
Donc c'est intéressant. En fait, donc, je viens du cinéma, on va dire, ma première patrie. Mais avant ça, en fait, en 93, quand j'avais 7 ans, à Londres, ma mère m'a amené dans un centre d'arcade où il y avait une expérience de réalité virtuelle. Donc c'était les premiers endroits publics où il y avait des bornes, on va dire, de VR. Et 93, c'est absolument vraiment ancien. La 3D, même au cinéma, en fait, c'était. Enfin, j'existais à peine. Ouais, pardon, j'existais à peine. Non, j'ai jamais pas entendu ma empreinte de son aussi. Et en fait, donc j'ai essayé une expérience de réalité virtuelle pour la première fois en 93 avec une simulation de vol de parapente dans une ville soi-disant futuriste parce que c'était juste des cubes de différentes couleurs. Et ça m'a donné le goût vraiment d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre. En fait. Et donc après je suis allé au cinéma, donc j'ai rejoint l'école de cinéma en Inde. En fait à 18 ans, je suis allé rejoindre l'école nationale qui s'appelle Film and Television Institute of India, qui existe depuis les années 60. Et tu as des premiers en fait, étudiants étrangers non asiatiques à avoir été acceptés là-bas. C'est vraiment un honneur et un privilège. Et j'ai fait chef opérateur et réalisateur. Donc, pendant 6 ans, d'abord j'ai étudié le cinéma en Inde où il y avait une histoire en fait de la culture qui date depuis 5000 ans. C'est-à-dire qu'il y avait des codes, des choses qui étaient totalement autres. Où il y a cette idée aussi d'art total en fait, où dans la film de Bollywood en fait, qui est le parfait illustration, on mélange la danse, le costume, le décor, en fait, le chant, l'acting, tout est mélangé. Il n'y a pas de séparation en fait, comme on peut avoir en Europe avec le théâtre d'un côté et la musique de l'autre. Et c'était une expérience totale de nouveau. Et après j'ai beaucoup en fait, travaillé en pellicule, en fait, on tournait beaucoup en 35 mm, et j'étais très frustré de la linéarité du cinéma en fait. Parce que quand on fait du montage, quand même les stades d'écriture, en fait, on passe par une linéarité, un séquençage des choses, en fait, une forme analogique de création, qui est, donc, pour moi, frustrante, parce qu'on passe vraiment de A, B, C, D. Et à ce moment-là, est arrivé vers 2010, Google avec Google Street View, donc une façon de se déambuler dans les rues et dans les villes, et grâce à une caméra 360. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, enfin, la VR est de nouveau possible et réalisable. Et donc j'ai écrit une histoire, après je suis allé en Afrique du Sud, il y a toute une histoire, tout un long parcours que j'ai fait. Et il y avait cette volonté aussi d'aller ailleurs, en fait, puisque de plus en plus on regardait des films sur son laptop, en fait, sur son ordinateur, pourquoi pas utiliser le clavier et la souris, pourquoi pas utiliser la possibilité même de cet ordinateur. Et la VR, en fait, tout d'un coup, venait en fait, de cette manière. Il y avait aussi l'inspiration de la peinture indienne, en fait, qui inspirait même la peinture perse, qui est de ne pas recréer la réalité, de ne pas recréer, en fait, notamment la perspective, le point de fuite, et de créer tout un monde, en fait, où on répète des patterns, on répète des personnages, des situations, pour que les yeux déambulent. Et j'aimais beaucoup ça, en fait, cette approche où voilà, on crée un monde, en fait, plutôt qu'on essaie de recadrer, de couper la réalité. Là, l'idée dans la peinture indienne, c'est de créer des grandes fresques, en fait, où on se perd, en fait, et on regarde où on veut, en fait. C'est cette idée-là. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, cette combinaison un peu de 3 choses, l'inspiration m'a dit, ok, je vais faire de la réalité virtuelle. Et en 2010, ça n'avait absolument rien. Et donc, il fallait attendre. Je suis allé un peu partout, en fait, dans différents endroits, recherche et développement, universités, entreprises en Europe, en Belgique, en Suisse, un peu partout, pour avoir en fait accès à ce genre d'équipement. Et il n'y a rien eu jusqu'en 2014 où là il y avait en fait Facebook qui a acheté une start-up qui s'appelle Plus. Et donc à ce moment-là, j'ai presque vraiment envie d'arrêter de faire la VR, mais à ce moment-là, il y a eu cet engouement. Alors, depuis 8 ans, du coup, je fais que la VR. Mais pour répondre à la question, c'est un mot que j'ai utilisé spécialement pour cette biographie en fait, aujourd'hui, parce que je n'arrive pas à définir en fait, ce que je fais. Et il y a cette contradiction, cet oxymore entre artiste et numérique. C'est vrai. En fait, c'est très compliqué parce qu'on met beaucoup de choses dans l'artiste numérique, même l'art vidéo, en fait, notamment. On met un peu tout. Et le problème, c'est qu'on ne rentre pas forcément dans les codes de distribution, de marché de l'art, d'institutions, de préservation. Donc, maintenant, il y a des collections, des efforts en fait, d'acheter des œuvres numériques, mais il y a des problèmes de format aussi, c'est compliqué, c'est un long débat. Et des problèmes aussi de monétisation, mais en fait de vente, parce qu'on ne peut pas. Voilà,
pas vendre un tableau, pas vendre une sculpture, vendre un fichier, c'est compliqué. Alors, maintenant au NFT, on peut le faire, mais NFT à mauvaise presse parce que c'est lié à la spéculation. Mais en tant que fichier, en tant que technologie en elle-même, le fait de rendre propriétaire un fichier, que ce soit un PDF, en fait, un MP4, un MP3, c'est une révolution en fait pour la communauté des artistes numériques. Et c'est même, enfin, je connais beaucoup de gens qui, alors, c'est pas mon cas parce que je suis pas dans le visuel, mais des graphistes notamment, qui ont commencé à faire, à diffuser sur d'abord en fait, au début d'Internet, vendaient pour vivre en fait de leur art numérique et visuel, vendaient des t-shirts, des mugs, ensuite est passé à Instagram, à récolter des likes et avoir peut-être des microfinancements sur Patreon, Kickstarter. Et ensuite, grâce au NFT, depuis un an, mais ça s'est vraiment craché, et on a pu vraiment vivre en fait en tant qu'artiste numérique parce qu'il y avait tout un coup une technologie qui leur permettait de rendre œuvre propriétaire. Mais ça c'est encore un débat. Mais artiste numérique, ben, je suis obligé de faire plein de choses en fait pour pouvoir vivre. Et c'est compliqué, mais en même temps, chaque art numérique a créé des formes d'utopie en fait, jusqu'à que les choses rattrapent et que la fête est finie. Donc en gros, quand Internet est apparu, en 90, c'est une grande utopie. La VR maintenant apparaît comme une grande utopie, mais c'est déjà la fin du rêve parce qu'il y a maintenant de l'argent et beaucoup d'argent. Et à chaque fois, des choses qui sont possibles. Donc même le métavers, qui est un mot à la mode, mais ça fait plusieurs années que j'ai pas monté là-dedans. Et une utopie parce qu'il n'y a pas de middleman, comme on dit en français, enfin en bon français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de beaucoup d'intermédiaires, il y a des artistes et directement on peut créer des mondes et montrer à des utilisateurs des gens qui vont apprécier les œuvres. Et on a tout de suite un contact direct. Alors que dans les autres médiums, on a toujours une sorte de construction d'un milieu, d'une filière d'industrie qui va avoir en fait soit des galeristes, soit des diffuseurs, soit je ne sais pas le mot en français, mais des éditeurs, donc des gens en fait qui vont dire ou non si le projet, si l'œuvre mérite d'être vue ou pas. Donc, des intermédiaires. Et donc à chaque fois, l'art numérique est très vaste, c'est un fourre-tout, mais ça provoque en fait des phobies aussi, parce que souvent on peut avoir une très mauvaise presse, enfin en gros maintenant on avait un métavers, c'est très mauvaise presse, mais ça va passer, au bout de quelques temps on va se comprendre que c'est quelque chose qui est un médium qui peut s'emparer en fait et faire plein de choses. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'académisme, rien n'est écrit. Ça c'est formidable. Après, sans en vivre, mais c'est encore une chose. Je vais partager ma propre expérience. J'ai eu la chance d'être très impliquée dans le festival de cinéma de Gabès. Il y a toujours eu, depuis la première édition, une section réalité virtuelle avec donc vraiment un vrai contact possible avec ce monde à Gabès, qui est une petite ville pas du tout au fait, il y a juste une salle de cinéma, etc. Je peux vous dire que chaque année, il y a un engouement, c'est des files d'attente du matin au soir, avec les gamins qui ressortaient avec les yeux pleins d'étoiles. Moi, j'ai essayé de faire le maximum de vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me remets pas d'une scène de ménage avec un couple québécois. J'ai vraiment l'impression d'être parmi eux. Enfin bref, j'ai vécu des expériences incroyables. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'est pour dire, dès que vous avez l'occasion de vraiment vivre la réalité virtuelle ou la VR, n'hésitez pas, allez-y, parce que c'est comme un langage. Il faut essayer pour savoir de quoi on parle. J'avais une autre question, Emmanuel. On a parlé tout à l'heure à table, toutes les deux. Je ne doutais pas du tout du nombre de personnes, en fait, de l'envergure de l'IRCAM. Tu me dis que c'est plus de 100 personnes. Alors j'imagine entre musiciens, chercheurs, administrateurs, comment, et là vraiment je suis dans de l'administratif pragmatique, comment l'info circule, comment est-ce qu'on avance tous dans la même direction. Je suis vraiment intriguée par la grande machine que c'est, parce que c'est beaucoup de personnes, mais en même temps j'ai l'impression que tout ça est très cohérent. Ben, c'est organisé de manière assez rationnelle. Donc il y a une unité mixte de recherche donc, qui rassemble, comme je le disais ce matin, il y a 7 équipes de recherche avec une direction du NR. Après, il y a une petite équipe qui fait le lien entre le labo de recherche et l'innovation et l'application de certaines trouvailles.
voilà, après il y a un département pédagogie, un département action culturelle, et puis un département de production qui regroupe des chargés de production, des ingénieurs du son, des réalisateurs en informatique musicale. Donc ça, c'est un métier qui est peu connu. Et ce sont des super ingénieurs du son, en fait, qui permettent à des artistes d'accéder aux différents objets développés dans les laboratoires et qui font l'interface entre les chercheurs et les artistes pour leur permettre de développer leurs idées. C'est-à-dire qu'un compositeur, un metteur en scène, un créateur sonore vite bien, l'IRCAM, un vidéaste, un créateur de lettres, et un l'IRCAM avec une idée. En fait, on appelle l'IRCAM la fabrique des rêves sonores. Donc, bien avec une idée, un rêve, et puis les équipes se mettent en œuvre pour l'accompagner et l'aider à faire concrètement. Pas de dossier à remplir, il n'y a pas de deux manières. Alors, il y a un appel à projet tous les ans, il y a des résidences qui sont ouvertes, on peut candidater. Et puis sinon, aussi, il y a une direction artistique qui dialogue avec, qui reçoit des demandes, il y a des rendez-vous qui sont pris, et puis des choix qui sont faits. Une limité de projet. Mais mes parents, l'IRCAM participe au moins à, je dirais, à une cinquantaine de nouveaux projets tous les ans, soit en coproduction, en apport de savoir-faire ou en production déléguée. Et puis sinon, il y a un département de communication, les fonctions, les transports, voilà. Mais c'est organisé comme n'importe quelle structure. Très bien organisé, ça fait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces éclaircissements. Je vais vous repasser la parole pour un petit mot de la fin. Je vous remercie vraiment pour ce voyage dans le temps. En fait, j'ai l'impression de m'être projetée quelques années en avant. Vous vous dites que c'est déjà derrière vous qu'il va falloir se réinventer. C'est peut-être ça d'être créatif et d'avoir cette petite longueur d'avance, peut-être. Exactement. Alors, je vais juste rajouter, donc j'ai conclu et résumé avec aussi rebondir ce que tu as dit et rebondir aussi ce que j'ai dit sur le conseil en fait à des jeunes en Tunisie lancés dans le son ou l'art numérique. C'est en gros, en tant qu'artiste, on n'a pas forcément les compétences de coder, de modéliser en 3D, de même travailler le son immersif. L'idée, c'est de trouver des gens frustrés, en gros, des ingénieurs, développeurs qui travaillent dans des boîtes informatiques, qui font autre chose, qui font du web, de l'application. Hop, il faut savoir les attraper et leur dire ok, viens avec moi, et ça marche. Donc, comme j'ai pu en pendant 10 ans, donc c'est sûr que je connais bien cette situation où un pays où tu veux vivre, survivre, il n'y a pas vraiment d'indépendance, là, il n'y a pas de milieu d'artistique pour dire, donc il faut trouver comme ça des niches, créer comme ça des choses. Et ensuite, pour conclure un petit peu sur le son, les possibilités du son immersif ou spatialisé, c'est vraiment cette idée d'espace et de temps. C'est-à-dire que, tu l'as un peu dit, mais cette idée de quand on change l'acoustique en fait, en plus, on met une acoustique, on la transforme, en fait, on téléporte les gens tout de suite ailleurs. En fait. C'est-à-dire que même en cinéma, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'en une seconde, on peut définir au cinéma sur un film avec un son d'une gare, en fait, l'acoustique d'un hall et la voix une voix qui va le prochain train qui arrive, on va tout de suite savoir se téléporter dans l'espace. Alors que visuellement, on a besoin de plein de plans pour établir que ok, on est dans une gare. Donc le cerveau en fait comprend l'information sonore plus rapidement que visuelle. Et donc une fois qu'on sait ça, on peut téléporter les gens et dans différentes acoustiques, l'espace acoustique. Et plusieurs choses, mais l'espace, c'est aussi le fait de déplacer les sources sonores et j'avais réalisé un film Dôme à Montréal où justement il y avait un fantôme qui était incarné par une source sonore qui était spatialisée en fait et qui bougeait. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait, les gens étaient couchés, regardaient le dôme, un énorme dôme de 30 mètres de diamètre, et le son en fait faisait des patterns, des figures géométriques, des triangles, et on ressentait vraiment le son. Ça c'est basé dans le son spatialisé, mais on ressent vraiment la forme géométrique en fait au moment.
Et donc ça c'est assez fabuleux, et en termes aussi de temps, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le pré-rendu et le temps réel, c'est-à-dire que le son a été pendant longtemps justement un peu une variation de niveau technique dans l'évolution du son et des appareils pour écouter, c'est-à-dire qu'il y a un fichier qui est pré-rendu, c'est-à-dire qu'on appuie sur play, il est le même en fait tout le temps. Alors que si on met le son dans une application avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle en fait, ou le son spatialisé, on peut avoir du son en temps réel en fait, donc l'interaction en temps réel où on peut se déplacer dans l'espace, et là l'écoute va être très différente en fait, on peut l'écouter et le faire un millier de fois, avoir un type d'expérience différente du son, et du coup la narration. Et un dernier point sur le son dans l'eau, parenthèse, donc j'ai pas mal de... J'ai créé un casque qui permet d'être dans l'eau en VR, d'avoir la sensation d'être un apesanteur profondeur de l'océan, mais aussi nager dans le soleil, dans l'espace. Et en fait, ce qui n'est pas fascinant, c'est que du coup, on a créé un système d'appareil, en fait, on est au stade un peu primaire, mais de travailler le son sur l'écoute de bone conducting en anglais, de l'osseuse. La conduction osseuse. De l'osseuse osseuse, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on peut, écouter le son de manière, soit par le tympan, soit justement par ses os, entre guillemets. Ça dépend beaucoup de la façon dont la source est faite. Et c'est fascinant parce qu'on a le son de manière charnelle en fait. Le crâne est un peu plus vibratoire que les autres os, mais on peut avoir une sensation vraiment charnelle du son. En fait. Voilà, pas les os, voilà. Et ça, on retrouve cette envie dans les concerts, les gens adorent rester près des baffes, et surtout, c'est aussi la crème dans le son, les réalisateurs, les gens vont toujours mettre des basses plus fortes pour avoir l'expérience sonore impactante, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de retrouver, parce qu'on était en 9 mois dans le ventre de la mer, du coup on a sensation on a entendu les sons comme ça de cette manière très, très charnelle, et avec la spécialisation sonore, on peut retrouver cette sensation très physique de son corps, et notamment grâce à la verbe. Non, je reviens à ce que tu disais en disant que c'est le sens, on sait en tout cas l'ouïe c'est le sens qui se développe en premier, chez le fœtus. Et voilà. Et puis oui, sans le son, une perception n'est pas complète. Et on s'en rend compte vraiment en ce moment. Merci beaucoup, merci mille fois. C'était Emmanuel Zoll et Pierre Firiquet. Merci vraiment pour cette ultime table ronde. Je vais donner le mot de la fin à ceux sans qui on ne serait pas là. Merci d'accueillir Christophe Rioux, président fondateur de la Semaine du Son. On l'a eu ce matin parmi nous. Cécile Paluzinski, présidente de l'association de la Plume de Pan. Mais également Lédé Najari, directrice de l'Alliance française de Bizerte, et enfin Yassine Hamrouni, directeur de l'Alliance française de Djerba. Venez, bravo, vraiment. Moi, je vous remercie à titre personnel, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables, je suis assez impressionnée par la qualité des intervenants, et je pense que vraiment on va se revoir et on va grandir chaque année parce qu'il s'est passé plein de choses, et je vous remercie vivement. Je vous en prie. Merci. Merci surtout à toi, Emel, pour voilà, modération remarquable. C'est ça. Oui, bah écoutez, alors déjà un grand merci à toutes et à tous, et puis il faut rappeler que nous ne sommes pas tout à fait à la moitié du chemin, mais que nous continuons notre aventure, puisque vous le savez, nous allons entreprendre un grand périple vers Djerba, et que précisément, je voulais juste rappeler un peu le contexte, puisqu'on ne l'a pas fait d'ailleurs au moment du lancement des rencontres du livre professionnel du livre audio, qui sont insérés évidemment dans la Semaine du Son, et qui sont cette partie centrale où le livre évidemment dialogue avec l'ensemble du champ de la création. Rappelez peut-être, je ne l'ai pas redit, que la Semaine du Son de l'UNESCO a été créée en 1998, donc elle fêtera ses 25 ans en 2023, c'est un anniversaire important, qu'elle est sous convention UNESCO, donc elle a vraiment une mission
forte au point de vue de l'UNESCO, qui est de sensibiliser au sonore sous toutes ses formes, et ça tombe bien, puisque je crois que c'est ce que nous avons tenté de faire, et puis synthétiser peut-être, alors on ne va pas le faire maintenant, parce qu'on le fera à Djerba, où on a une table de restitution donc, qui va consister à faire la synthèse de ce qui s'est dit pendant ces journées, et puis on aura aussi une synthèse écrite et une restitution. De toute façon, d'autres formes de restitution continueront ensuite, c'est le début d'une aventure. Et donc peut-être en un mot très rapide, de rappeler que c'est la semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, c'est 2 pays, c'est 3 villes, c'est 4 journées et c'est 25 intervenants que je remercie toutes et tous pour leurs interventions, et puis nos co-organisateurs, effectivement, l'Alliance française de Djerba, l'Alliance française de Bizerte, la Plume de Pan, et l'ensemble de tous ceux qui se sont mobilisés, puisqu'on est très heureux de cette aventure. Et Nada, je pense que je vais te céder la parole pour que tu puisses poursuivre. Merci Christophe. Voilà, je vais dire que nous sommes très heureux d'accueillir et d'organiser la première semaine du son en Tunisie, en marge du sommet de la francophonie. Donc je vais rappeler le thème du sommet de la francophonie: connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Et en fait, donc cette semaine du son, elle est assez particulière parce que justement, elle s'articule parfaitement avec le thème du sommet de la francophonie. Elle s'appuie sur le livre audio qui est, en tout cas pour moi personnellement, un outil pédagogique et très important. Et puis au-delà d'être un outil pédagogique, parce que bon, là c'est la casquette enseignante, le livre audio en fait est un support de transmission des accents francophones, on en a parlé hier soir, et de toute cette diversité culturelle dans l'espace francophone. Et d'ailleurs, les alliances françaises ont pour mission justement la promotion de la langue française et justement de cette culture francophone et de toute la diversité culturelle qu'elle offre. Mais au-delà de ça aussi, le livre audio offre des perspectives et des opportunités économiques, professionnelles. On l'a vu hier, avant-hier plutôt, pour l'ouverture de l'événement à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma. Lamia n'est pas avec nous parce qu'elle est aussi organisatrice de cette semaine du son et je la remercie infiniment. Voilà, donc en route pour Djerba, pour le sommet de la francophonie, et voilà, on sera présent au village francophone avec plusieurs opérateurs du réseau francophone pour la table de restitution que vous pouvez suivre par la suite en direct, et puis elle sera aussi retransmise en ligne. J'aimerais juste, avant de passer la parole à Yessine, voilà, j'aimerais remercier donc le président de l'Alliance française de Bizerte, c'est Patrick Bequet qui est là. Un petit coucou aussi au président de l'Alliance française de Djerba. Voilà, pour organiser ces événements, on compte beaucoup sur voilà, leur soutien. Et voilà, et puis j'aimerais aussi remercier mon équipe, Hejel, Myriam, Imen, et toute l'équipe administrative de l'équipe de l'Alliance française de Bizerte, mais aussi, enfin, je te laisserai remercier ton équipe ici. Voilà, et puis Myriam qui a offert sa voix pour le parcours sonore, parce que la journée continue, avec une petite visite de la ville de Bizerte, avec la voix de Myriam Zarouk, qui est notre stagiaire, qui est en appui, voilà, en mission d'appui. Voilà. Parcours sonore. Tu es là? Il est là. Voilà. Donc avec des podcasts voilà, qui retracent l'histoire des lieux emblématiques de la ville de Bizerte.
Voilà, toi la parole, Yacine. Merci. Donc, je ne pense pas avoir grand-chose à rajouter, sinon je suis extrêmement content de cette collaboration et surtout des fruits de cette collaboration. Vous en avez eu un aperçu aujourd'hui. C'est aussi cette collaboration-là qui permet de lier ou de continuer à lier les deux rives de la Méditerranée. C'est surtout ça, en fait, si on regarde, si on recentre un peu les choses, le projet, c'est un peu aussi de recréer toutes les dynamiques entre les différents pôles, les différents ports, les différents quais, en fait, des actions francophones, entre autres, du côté de la Méditerranée, mais aussi sur toute la sphère francophone. Aujourd'hui, cette période-ci, l'épicentre de la francophonie, c'est Djerba. Et je pense qu'à partir de c'est un point de départ, en tout cas pour la sphère francophone, ou un point de redépart, je ne sais pas si le mot existe. Mais voilà, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de projets, et puis beaucoup d'axes sur lesquels on est en train de travailler. Juste pour vous dire un exemple, on est déjà en 2024-2025 sur l'esprit, en tout cas, des projets auxquels on est en train de réfléchir. Et puis sur l'organisation, moi en tout cas je suis très très content et surtout très fier de pouvoir collaborer avec Nada particulièrement, Cécile également, Christophe qui est comment dire, qui a l'esprit de mentor, il faut le dire. Et puis voilà, c'est une ambiance plutôt rassurante, et puis c'est ce qui nous permettra aussi de développer des projets concrets et qui permettront par la suite de développer et d'extrapoler toutes ces dynamiques-là auprès de nos publics, puis des choses qu'on aime, à savoir la langue française, la francophonie, puis tous les éléments culturels qu'on aimerait partager avec le monde. N'oubliez pas le consonant, ça c'est quelque chose de très très important. Il y en aura d'autres, très probablement pour Djerba, peut-être plus tard pour Strasbourg, pour Paris, enfin voilà, là où on ira un peu, benchmarker. Enfin voilà, je laisse la parole à Cécile. Et puis il y a un remerciement quand même à nos deux présidents respectifs. Dr Javel Benachou, qui est le président de l'Alliance française de Djerba, et également Frédéric Wiquet, qui est là, président de l'Alliance française de Bizerte. Il va sans dire que sans nos équipes, ces projets-là n'ont pas pu voir le jour, parce que tout seul, je veux dire, dans notre propre coin, on ne peut strictement rien faire. Donc, je remercie également les équipes qui me supportent, et surtout supportent mon absence pendant cette période-là qui est critique, où on est en train de préparer la programmation de l'Alliance française de Djerba dans le cadre du sommet de la francophonie, mais aussi l'inauguration de l'Alliance. Donc voilà. Bon, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter, si ce n'est que je voulais quand même rappeler, et là je me tourne vers Nada, sans vouloir exclure les garçons, mais que cette aventure a débuté en 2019 et qu'on s'était rapidement promis, en fait on peut dire que ça a été un coup de foot professionnel amical, qu'on se retrouverait pour organiser un salon du livre audio en Tunisie, et puis la pandémie est passée par là, mais Nada ne renonce jamais, donc je suis ravie qu'on puisse se retrouver voilà, aujourd'hui tous ensemble dans le cadre de la Semaine du Son. Je rappelle quand même que l'année dernière, un premier salon du livre audio avait été organisé en Tunisie, voilà, par les alliances françaises, et qu'on espère effectivement que les années à venir vont nous permettre de poursuivre ces échanges, comme l'indiquait aussi Yacine, Nord-Sud, parce que c'est quelque chose aussi auquel on tient lors des rencontres francophones qu'on organise aussi à Strasbourg. Je crois que vous avez compris qu'on a une grosse échéance qui nous attend à Strasbourg en 2024. On en a largement parlé tout à l'heure, et j'espère que ça sera l'occasion de nous retrouver aussi en 2024 et de faire entendre les voix de la francophonie dans toute leur diversité. Et puis quand même, je me tourne aussi vers Christophe, parce que c'est vrai que le salon du livre audio avait été organisé de manière dissociée de la Semaine du Son l'année dernière, puisque c'est une nouvelle initiative. Mais je pense qu'on voit aujourd'hui l'intérêt que ça a aussi d'intégrer ces rencontres professionnelles du livre audio de manière plus large dans cette Semaine du Son, parce que je pense qu'on a compris au fil des débats que quand on pense livre audio, on pense décloisonnement des champs de la création,
Et finalement, on est amené à penser le son sous toutes ses formes. On voit que la création sonore aujourd'hui, ce n'est pas que le livre audio, mais qu'on est en train de penser des parcours sonores, des créations natives, et que je me tourne là aussi vers Pierre. Le son dans l'immersif aussi a de l'avenir, donc je pense que c'était une très bonne chose qu'on puisse se retrouver tous sous la semaine du son cette année. Alors merci à tous, et puis on espère vous retrouver l'année prochaine. Je vais demander à tout le monde de se regrouper pour une dernière photo, souvenir de nous tous ensemble. Merci encore pour tout.